Homme politique atypique, ne serait-ce que parce qu'il est entré en politique par la philosophie, qui fut son métier et qui demeure sa passion prédominante, peut-être même sa vocation, Jean-Frédéric Poisson n'en est pas moins président d'un parti qui, à droite, compte de plus en plus, anciennement le Parti chrétien-démocrate, ou PCD, récemment rebaptisé VIA, la voix du peuple, et il est même candidat à la prochaine élection présidentielle. Ancien député, vice-président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet étonnant président de parti a pour autre caractéristique d'être dépourvu de tout cynisme, de tout esprit de ruse. Voici un homme politique, d'ailleurs si réservé, qu'il n'a pas voulu que nous enregistrions ces 5 émissions chez lui. Nous le retrouverons plus tard au siège de son parti, VIA, la voix du peuple. Mais pour commencer, rejoignons-le dans la salle du conseil municipal de Rambouillet, ville dont il fut maire, pour découvrir les premières étapes de sa vie, une vie étonnante, quelquefois déroutante et toujours attachante. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Rambouillet, oui. Chez vous, dans la mairie. Oui. Qui a été chez vous, on peut dire. C'est ça. Je suis content que vous ayez accepté pour TVL de vous raconter un peu, ce qui ne vous est pas si naturel que ça. Exact. Vous êtes à la fois connu et peu connu. Alors, connu parce que vous avez été candidat, c'est ce qui vous a fait connaître à la primaire de la droite en 2016. Connu aussi parce que vous êtes président d'un parti qui s'est longtemps appelé PCD, fondé par Christine Boutin, et qui s'appelle maintenant VIA, la voix du peuple, très récemment. Il se passe beaucoup de choses dans votre vie actuellement, nous allons y revenir. Peu connu parce que vous êtes un homme discret. Par exemple, vous n'avez pas du tout voulu que l'on tourne chez vous. Bon, votre vie personnelle, c'est votre vie personnelle. Ben, enfin, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des exceptions. Vous acceptez ? Oui, j'accepterai quelques exceptions, mais effectivement, j'ai sanctuarisé mon domicile depuis longtemps et je m'en porte très bien. C'est rare pour les hommes politiques. Oui. Hein. Ils aiment bien recevoir des caméras chez eux. Oui, mais il y a des limites à la mise en scène. C'est bien. Et puis, on vous connaît aussi parce que il y a un autre volet. Vous êtes aussi un intellectuel. Tous les hommes politiques que j'ai croisés, il faut dire que j'en ai rencontré quelques-uns, vous êtes vraiment l'intello de la bande. Hein. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Prenez-le bien, je vous prie. Très Docteur bien. en philosophie, c'est plutôt classieux, comme disent les jeunes. C'est ça. Et puis, vous avez écrit 11 livres ou 12, on ne les compte plus. Le dernier en date s'appelle La Voix du Peuple, aux éditions du Rocher. On y reviendra au fil de nos conversations. Et puis, vous êtes aussi le directeur de la publication, d'une publication neuve qui s'appelle Le Nouveau Conservateur. Et en page 1 du Nouveau Conservateur, vous avez glissé avec vos complices une phrase de Platon. « La vérité de toute chose est dans son commencement ». Alors, c'est simple, je vais vous demander quels sont vos commencements, Jean-Frédéric Poisson, si c'est votre vérité. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel type de commencement il faut que je remonte. Je suis né à Belfort. À Belfort, par hasard. Un 22 janvier de l'année 1963. Par hasard, je ne sais pas. Tout ce qui nous arrive, c'est par hasard. Je pense, non, je pense que, enfin, moi, évidemment, pour des tas de raisons, je ne l'ai pas choisi, mais mes parents étaient dans la région. Papa était technicien supérieur de l'industrie, travaillait chez Peugeot à Montbéliard, comme à l'époque, peut-être, je ne sais pas, 15 000, 20 000, 30 000 personnes, puisque le site Montbéliard de Peugeot était un des plus gros sites industriels de France. Et donc ils se sont installés à Belfort parce que je pense que c'est là qu'ils ont trouvé à s'installer. J'y ai passé 6 mois en réalité, puisque nous avons assez rapidement migré vers la Drôme, où j'ai passé les 12 premières années de ma vie pour de vrai. Dans la Drôme dite provençale, c'est-à-dire au sud de Montélimar, à Pierrelatte, voilà. Aussi pour des raisons professionnelles. Absolument. Papa Papa travaillait avait trouvé travail dans une entreprise qui fabriquait des tuyaux en plastique, qui a périclité gravement et définitivement au moment du premier choc pétrolier de 1973, qui a fait de mon père un des tout premiers chômeurs de l'histoire économique français, chômeur structurel, j'entends. Et puis, avec une transition d'1 an dans Vendée, qui est mon département d'adoption pour le coup, chez mes grands-parents, nous sommes arrivés en région parisienne, en banlieue nord de Paris, où j'ai passé le plus clair de
le plus clair de mes études à Villeneuve-la-Garenne, sauf les 2 ou 3 années où j'ai été exilé parce que j'étais un élève extrêmement turbulent. On va y revenir, oui. Avec un passé scolaire assez chargé. Enfin, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup aimé l'école, donc j'y ai passé beaucoup de temps. Et voilà. Alors, n'allez pas trop vite. Alors, 63, votre date de naissance, elle a un sens, d'une certaine façon. De Gaulle règne et s'ouvre quelques semaines avant votre naissance. Je ne sais pas si vous avez fait ce rapprochement, le Concile Vatican II. Ah si. Bien sûr, je suis même né le jour du traité de l'Élysée, figurez-vous, donc c'est pas le 22 janvier 63 n'est pas n'importe quelle date. Voilà. Entre Adenauer et Gérard de Gaulle. Je suis né un 22 janvier, donc si on veut retracer les choses, c'est très simple. Le 20 janvier, c'est le jour de l'acceptance arrest, c'est-à-dire c'est le jour où le président américain prête serment sur la Constitution. Oui. Quand il entre en fonction, tous les 4 ans. Oui. Le 21 janvier, et c'est d'ailleurs aussi l'anniversaire de la mort de Lénine, le 21 janvier, c'est l'anniversaire de la mort de Louis XVI, et le 22 janvier, c'est mon anniversaire. Très bien. Pour s'en rappeler, c'est très facile. On retiendra. Le triptyque, et c'est aussi le jour de la Saint-Vincent, patron des vignerons, ce qui n'est pas mince, non plus dans mon histoire personnelle, mais on y reviendra aussi, je pense. Oui. Je sais que vous aimez bien la table, faire la cuisine. Oui, j'ai des racines de franc-comtoise et bourguignonne. Vous avez apporté un tire-bouchon, par exemple. J'ai apporté un tire-bouchon en forme de poisson. C'est un cadeau d'un de mes neveux qui nous avons pris l'habitude dans notre famille de nous amuser nous-mêmes avec notre nom, ce qui gagne beaucoup de temps. Oui, c'est ce que vous faites. Nous fait sourire beaucoup. Oui, un tire-bouchon et un couteau, qui sont des ustensiles absolument indispensables quand je suis chez moi, parce que je ne sais pas faire autrement. Vous jouez avec votre nom, dites-vous. Poisson, c'est plein de signes. D'abord, poisson en soi, le poisson a été un signe de reconnaissance et un guide pour les chrétiens des premiers âges, les chrétiens persécutés. On dit que les poissons indiquaient le chemin à suivre pour arriver au lieu du culte, notamment aux alentours de Pâques. Oui. Ça pourrait être l'explication du poisson d'avril, d'ailleurs, mais il y en a plusieurs. Peut-être. Plusieurs explications candidates. Quand vous faites des vidéos hebdomadaires, par exemple, vous l'appelez, c'est vendredi, c'est poisson. Vous jouez avec votre nom. Oui, beaucoup. Vous aimez les réminiscences chrétiennes de ce nom, évidemment. Oui, là non plus, je n'ai pas choisi ce nom-là. La veille du jour où je suis allé à l'école pour la première fois, j'étais donc plus petit que la chaise qui est devant nous. Mon père m'a dit, plutôt que de fâcher à chaque fois que quelqu'un se moquera de notre nom. On l'adopte. Non seulement on l'adopte, mais on devance la moquerie, on devance la taquinerie, donc cherche sans cesse cherche sans cesse à t'amuser de tout ça. Oui, mais il y a un sens profond au poisson, tout de même. Un sens profond, bien sûr. Si on regarde, si on cherche, je me suis amusé à le faire, mais c'est sans fin, les sens du poisson, notamment les sens bibliques. Le poisson revient très souvent, presque aussi souvent que la colombe. C'est l'autre animal qui revient de façon récurrente dans les textes sacrés. Par excellence, c'est l'animal du milieu aquatique, marin, donc qui est Pacifique. le plus fréquent et le plus volumineux en tout cas sur la Terre. Mais je pense surtout que ça vient des initiales du mot poisson, le grec ictus, qui était l'autre nom de Jésus-Christ. Qui est un acronyme, puisque ça veut dire en grec Jésus-Christ, Seigneur, notre Sauveur. C'est ça que veulent dire les lettres grecques d'ictus, les initiales. Oui. Et c'est pour ça que les chrétiens ont adopté le poisson comme un signe. C'est très troublant quand même, que vous ayez un nom dont l'origine grecque signifie le Christ. C'est comme ça. Je l'ai su tard dans ma vie, puisque on y reviendra sans doute, mais je suis entré dans la foi à un âge un peu avancé. J'ai découvert ça à ce moment-là. Voilà, 19 ans. J'ai découvert ça à ce moment-là avec une certaine forme de joie. Poisson est un nom très chrétien, c'est vrai, mais je n'y suis absolument pour rien. Oui, et c'est un signe, justement. On pourrait dire de la providence. Oui, sans doute, oui. Pour ceux qui y croient. Alors, c'est signifiant. Vous parliez de votre foi. Votre famille est plutôt athée ou tranquillement chrétien, mais sans pratique. Mes parents sont d'une génération à laquelle on baptisait tout le monde. Hein. Oui. D'une certaine manière, qu'on y croit, qu'on y crût ou pas, on y passait, si j'ose dire, en mettant des guillemets. Papa était agnostique pratiquant, si je peux dire, même assez renforcé. Et maman
Maman est née en 1940, elle avait 28 ans en 1968, donc je pense qu'entre des relations un peu compliquées, comme le sont toutes les relations de famille et la période troublée, mes parents avaient pris une très très grande distance à l'égard des questions religieuses, même si mes 3 frères et sœurs et moi-même avons quand même été baptisés, pour des raisons d'ailleurs formelles et plutôt pour faire plaisir aux grands-parents qu'autre chose. Mais on n'avait pas de pratique religieuse du tout, on ne priait pas, on n'allait pas à l'office ni rien. Donc vous parliez de vos grands-parents à propos de la Vendée, mais ils sont bourguignons, si je me souviens bien d'origine, non? Alors la famille de mon père est d'origine bourguignonne, oui, papa est né à Dijon. Mon grand-père paternel a été un des responsables des réseaux de résistance à Montbard. Il en a même été décoré de la Légion d'honneur pour. Il était ajusteur, je crois. C'est ça, dans la métallurgie. Plutôt à gauche, non, si j'ai bien compris. Oui, c'est ce que je crois me souvenir de ça. Mais peut-être que c'est mon souvenir qui associe de manière un peu trop rapide. J'ai jamais très bien su en réalité. Mes grands-parents paternels ne parlaient pas de politique, puis je les ai assez peu connus en fait. En Vendée, vous alliez chez eux. Oui, mais ça c'est mes grands-parents maternels. Maternels, d'accord. Voilà, qui eux étaient installés dans l'est de la France et sont partis s'installer en Vendée pour leur retraite, qu'ils ont prise en 61. Et moi je suis né en 1963, donc vous voyez, j'ai passé toutes mes vacances d'enfant, d'adolescent, à côté des Sables d'Olonne, dans une maison. Près de la mer. Ah, tout près de la mer. Que vous aimez beaucoup, je crois. Oui. Si je vous dis ville, campagne, montagne, mer. Ah non, c'est la mer, incontestable. La mer. Ah oui, incontestable, oui. Et le soleil. Oui, alors de préférence. Pardon, mais même quand il n'y a pas de soleil, la mer est très belle. Puis il y a des tas de choses à faire en mer. J'ai souvenir d'avoir appris, comme tous ceux qui vivent au bord de l'eau, à aller pêcher les crevettes, les crabes, les barres à la ligne dans les rouleaux, enfin les éperlans, des tas d'activités comme ça, chercher des coquillages, bref, enfin ce sont des choses qu'on fait, puis on se promène, on va à la plage, enfin voilà, la vie aquatique, on fait du bateau bien sûr. Et quand on n'en a pas, on essaie d'en construire en planche qui coule. Enfin, il y a des tas d'expériences comme ça que les enfants font au bord de l'eau. Vous avez des souvenirs aussi précis de votre vie dans la Drôme que vous avez quitté à 12 ou 13 ans? Oui, j'avais nous habitions un immeuble HLM au nord de Pierrelatte, les derniers souvenirs que j'en ai. Et j'avais un balcon qui donnait sur le magnifique village de la Garde Adhémar, qu'on voit quand on descend sur l'autoroute vers le sud, sur la gauche. Adhémar était un des seigneurs du lieu, c'était un des seigneurs de Montélimar et donc de toute la région. Et ce village, la Garde Adhémar, qui est un village protégé, un magnifique village ancien en vieille pierre, et c'est une espèce de piton rocheux là, en face de mon balcon à quelques kilomètres, et derrière il y avait le Mont Ventoux. Donc je me levais tous les matins en voyant le Mont Ventoux. En voyant le Mont Ventoux, la Garde Adhémar, c'était un très joli spectacle. La ville de Pierrelatte était une ville calme, peut-être une vingtaine de milliers d'habitants à l'époque, je pense, un peu moins, je ne sais pas très bien. J'y ai fait 4 années en mes 2 dernières années d'école primaire et mes 2 premières années de collège. C'était des années heureuses, plus ou moins? Oui, plus ou moins, parce que Vos parents ont fini par divorcer, on peut le dire? Bien sûr, oui. Vous aviez 10 ans ou 11 ans? La vie de ma famille était déjà compliquée, mais oui, je garde... j'ai une enfance dans laquelle on essaie de se protéger des difficultés internes à la famille quand elles arrivent. Et puis, on a des activités de collégiens, on fait du sport, on se promène, on fait du vélo, etc. Enfin, voilà, j'ai de ces années-là, oui, malgré tout, des bons souvenirs. Mais en général, vous savez, nous avons eu une existence un peu compliquée à cause des turbulences de la vie professionnelle de mes parents. Vous quittez la Drôme, pardon, pour cette raison-là? Pour cette raison-là, oui, parce que quand le travail de mon papa s'arrête en 73-74, mes parents vont chercher du travail à Paris. À Paris. Tout simplement. Et même pas exactement à Paris, à Villeneuve-la-Garenne. En banlieue parisienne, en tout cas. Oui. Mais c'était des immeubles, enfin c'était un paysage de banlieue à ce moment-là. C'était un HLM. Complètement différent de la Drôme. Complètement, c'est un HLM en milieu urbain. Avec tout ce qu'on peut imaginer de la banlieue, l'image qu'on en a aujourd'hui, moins les violences structurelles insupportables qu'on y connaît et qu'on voit se dérouler sous nos yeux partout. Oui. Mais il y avait, les difficultés sociales qu'on connaît un peu déjà, moins prononcées. Il y avait
un peu de violence, de rivalité, mais comme dans West Side Story, vous savez, ou comme dans les bagarres entre bandes, qui m'ont pas plus que ça. Aujourd'hui, la banlieue regorge d'armes à feu, d'armes blanches. Il m'est arrivé peut-être de croiser un couteau ou deux, une baramine ou deux, un air de bœuf, mais pas... Qui m'a dit, je me suis laissé dire, que vous étiez assez bagarreur à ce moment-là. Si, il fallait l'être. Oui, parce que ça fait partie des manières de... Peut-être pas des modes de vie de ces environnements, mais le climat, le milieu est quand même assez brutal. Donc si vous voulez, ça c'est rare pour un homme politique, il faut le dire. Vous avez connu la vie en banlieue dans les années 70, 75, 95, voilà. Oui. 75, 85, j'ai passé. Alors, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, mais c'était tout de même assez... oui, encore une fois, c'est un milieu qui était socialement compliqué, qui était avec des difficultés sociales qu'on connaît partout, avec tout ce que la précarité d'un certain nombre de situations peut engendrer là aussi, comme fragilité, donc comme violence, comme brutalité dans les rapports sociaux, etc. Puis il y avait déjà comme je disais, des conflits entre bandes, des problèmes de territoire, des choses qu'il fallait préserver. Ah donc, oui, mais si ça devient des conflits de territoire, ça devient sérieux. Mais c'était pour pouvoir, c'était pas pour des questions de trafic de drogue non, c'était pour pouvoir jouer au foot tranquillement, c'était pour puis parce que ça nous promenait, ça nous faisait prendre l'air, comme dit l'autre. De temps en temps, on connaissait c'est un petit peu d'exercice physique pour aller se frotter. Vous faisiez le coup de poing, en fait. Non, pas tout. On m'a même dit que vous étiez plutôt du genre mauvais garçon. Non, mauvais garçon, c'est peut-être beaucoup dire. Exclu de plusieurs lycées. Ah oui, ça c'est vrai. Mais vous ne reprocherez pas de le dire. Non, pas du tout, non. Ça c'est vrai. Pas très bon élève. C'est pas. Non, pas bon élève, non. Au désespoir de mes professeurs d'ailleurs, la plupart du temps, mais non, l'école ne m'intéressait pas, en réalité. Ou plutôt, les choses qui m'intéressaient, je ne les trouvais pas à l'école. Et quoi ? J'ai toujours beaucoup lu, toujours. Très très tôt, maman m'a appris à lire, j'étais pas encore entré au cours préparatoire, même pas en maternelle, donc très très vite, j'ai dévoré les journaux, je comprenais rien à ce que je lisais, mais je piquais les romans policiers de papa, etc., je lisais à voix haute pour... Mais pardon, à Villeneuve-la-Garenne, vos parents ne vivaient plus ensemble ? Si, mes parents ont divorcé quand j'avais 20 ans. Plus tard, d'accord. On a vécu une période intrafamiliale assez compliquée, avec des parents qui ne s'entendent plus et des enfants qui assistent à cette maison. Des frères et sœurs ? Oui, 3 frères et sœurs, dont je suis l'aîné. Nous sommes 4 et je suis l'aîné des 4. Et donc, découvrir le monde m'intéressait. La géographie m'a toujours intéressé beaucoup, plus que l'histoire d'ailleurs. Maintenant, ça a un peu changé. La poésie m'a toujours intéressé, j'écoutais toujours beaucoup de musique, etc. Donc, et j'apprenais tout ça. Ce sont des choses qui m'ont cultivé très tôt. Mais à l'école, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, faire la trigonométrie, des logarithmes, etc. Des trucs. On va apprendre la structure des molécules de carbone. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, D'accord, mais vous êtes en train de remettre en cause le système scolaire. Non, pas du tout. Je dis simplement. Non. Je sais que vous avez des idées en matière d'éducation. Oui, mais précises et intéressantes. Je dis simplement que il y a un moment où dans l'enseignement, si celui à qui on enseigne ne comprend pas à quoi sert ce qu'il apprend, arrêter. Eh ben ça pose un problème. Oui. Moi, je fais partie de ceux qui ont même, jusqu'au collège, j'ai été plutôt un très bon élève en primaire et jusqu'en 6e, 5e. La période de l'adolescence a été pour moi une espèce de chaos sans nom, non pas sans fin, mais sans nom. Mes parents étaient absolument désemparés. Bref, j'ai arrêté de travailler à l'école, ce qui ne m'intéressait pas, et je me suis concentré sur ce qui m'intéressait. Les livres. Les langues étrangères, la littérature, point. Alors, vous avez des souvenirs de grandes lectures, de lectures marquantes, vraiment, à 15 ans, je ne sais pas. Ah oui, c'est à 15 ans. Je pense qu'à 15 ans, 80, 85, j'avais déjà à peu près lu, pas l'intégralité de Jules Verne, mais un très très gros paquet de... Oui. Un très gros paquet de Jules Verne. Je commençais à lire les poètes français sans 19e, j'ai une passion pour Baudelaire qui a démarré à cette période-là. Je ne comprenais pas tout ce que je lisais, mais je trouvais que la sonorité, les images étaient... Ça inclut la poésie, ce qui est rare pour un adolescent. Oui. Oui. Puis j'en ai encore maintenant des restes. Mais ça ne colle pas du tout avec l'image du mauvais garçon qui fait le coup de poing pour jouer. Ah, mais ça n'a rien à voir. Vous avez une conception des mauvais garçons qui est très restrictive, en fait. C'est très... Non.
On peut avoir un cœur et être perdu. Hein. Non, ce qui ne colle pas, c'est, je vais vous dire, il y a quelque chose qui vous rend fameux, enfin pour ceux qui vous connaissent, et qui pour cette raison souvent vous apprécient, je dois dire, c'est mon cas, vous avez toujours fait montre d'un calme que j'ai rarement rencontré, en tous les cas dans le milieu politique. Vous avez un calme, on va tout de suite, bientôt, dans quelques minutes, en découvrir la raison, une des raisons, mais c'est peut-être au fond de votre tempérament. On imagine mal Jean-Frédéric Poisson perdre ses moyens. Vous êtes un secondaire, comme a dit quelqu'un qui vous connaît bien. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de décision avant de réfléchir longuement. Oui, sur le moment, il peut se passer n'importe quoi. Vous commencez par réfléchir aux données de la situation avant de prendre ou de ne pas prendre. D'ailleurs, vous dites souvent, voilà, les choses sont ce qu'elles sont, on ne sait pas ce qu'on va faire, j'ai pas d'avis. Vous êtes capable de dire ça. Bien sûr. Et tout ça compose un personnage. Alors là, pas du tout le mauvais garçon, pardon de mes simplismes, mais un personnage doué d'une profondeur, d'un calme, d'une profondeur très rare. Il y a d'abord une question de l'âge. L'âge fait tout à l'affaire, comme dit la chanson. À 15 ans, moins. Mais à 15 ans, non. 15 ans, c'est l'âge de... Enfin, si vous n'êtes pas révolté à 15 ans, vous serez fatigué à 18. Enfin, il y a quelque chose de... Et vieux à 21, donc la vie s'arrête s'il n'y a pas de révolte à cet âge-là. C'est l'âge de la révolte par excellence. Oui. En plus, dans la situation particulière qui était la mienne, familiale très difficile, scolaire où je m'ennuyais à 100 sous de l'heure, et quand je dis je m'ennuyais, je suis poli. Mais vous alliez à l'école quand même. Pas toujours, non. J'ai passé beaucoup de temps en dehors des salles de classe, qui m'a valu d'ailleurs d'être employé à répétition. Pour cette raison, absentéisme. Pour cette raison, oui. Deux fois, j'ai organisé... c'est pas la turbulence, alors, c'est ça. J'ai quand même participé à des opérations d'occupation de lycées dans le cadre de grève, etc. En Vendée, il y a maintenant 40 ans, c'est prescrit, mais... Au moment des lois Beulac, ça vous parlera, vous, des lois Beulac. Oui, des pions, pas des flics, vous savez, on criait ça dans la vous étiez là-dedans interne. Oui. Oui, on a même occupé l'internat des lycées des Sables-d'Olonne, du lycée Savary de Mauléon, pendant 24 heures, un peu moins de 24 heures, jusqu'à ce que le surveillant général, un petit chauve, qui s'appelait Albertini, gentil comme tout, mais alors une tête de pioche, mais c'est très, très, très sévère, très gentil, mais très sévère, qui nous a dit, bon, maintenant les gars, ça va, vous allez vous arrêter parce que ça va mal se terminer, les policiers sont en train d'arriver. Et à l'époque, le lycée Savary de Mauléon était dirigé par la propre nièce d'Olivier Guichard. Donc il n'était pas question que le désordre continuât plus longtemps que cela dans ce lycée. Donc c'est l'occupation. Alors on avait fait beaucoup de monde, on a fait des manifestations dans la sous-préfecture aussi au Sable. Je crois que j'ai dû même être en photo. Ils ont pris en photo le sit-in dans Presse Océan, autant que je me souvienne à l'époque où Presse Océan existait encore. Je crois que ça existe toujours peut-être. Même absolument. Sans doute, oui. Enfin voilà, donc j'ai une activité un peu bigarrée comme ça, mais donc c'est l'âge de cette révolte-là. Par ailleurs, j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport, qui apprend aussi une forme de maîtrise de soi. J'ai fait du judo, j'ai joué au sport de balle, un peu de rugby, un peu de choses comme ça. Vous êtes allé assez loin dans le judo, oui, enfin de manière pas. Je ne suis pas ceinture noire, si c'est votre question, mais enfin, j'en ai fait suffisamment pour d'abord maîtriser un certain nombre de mouvements, et puis deuxièmement, avoir un peu l'habitude des contacts physiques. Et je n'ai pas peur. Le contact physique ne me fait pas peur. Je ne le cherche pas, mais si ça doit arriver, ça arrive. Et puis quand on a voyagé un peu dans les banlieues de Paris, on apprend 2-3 techniques, bref. Et Dieu merci, depuis mon adolescence, j'ai quand même jamais eu à recourir à cela. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a la révolte en tant que telle, qui est propre à l'âge de l'adolescence, contre le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il est devant vous, contre l'espèce d'incertitude de votre propre vie, votre difficulté de l'avenir, l'école, tout ça avant. Et puis il y a ce qui la contient. Oui. Ce qui la contient, c'est la capacité d'évasion ou de rêve que donne la fréquentation de la littérature ou de la musique, c'est l'exutoire que peut fournir le sport. Et puis assez vite, à Villeneuve-la-Garenne en tout cas, le fait que je trouve, dès l'âge de 17 ans, à m'engager dans la Maison des Jeunes et de la Culture, dont je deviens un très jeune secrétaire en ayant 17 ans et demi. J'en serai président 2 ans plus tard. À 19 ans, président d'une Maison des Jeunes et de la Culture, absolument. Et donc, plutôt que de se dire finalement,
autant que la révolte est un sens, est un objet, et débouche sur quelque chose de concret, de précis, plutôt que ça reste quelque chose comment dire, à 180 degrés, qui au fond n'a pas ni but, ni fin, ni voilà. Bien. Parlez de la musique. Quelle était la musique que vous écoutiez à ce moment-là? Mes parents nous ont éduqués dans comment dire dans le goût de la musique, aussi loin que remontent mes souvenirs de tout petit enfant. Je revois à l'époque, c'était vraiment comment dire, une platine, une espèce de lecteur de disques tout à fait banal avec 2 baffles en stéréo. Et alors, papa, et surtout papa plus que maman, enfin encore que, mais papa beaucoup, était un très grand amateur de musique classique. Donc on a entendu, depuis tout petit jusqu'à ce que nous ayons nous-mêmes nos propres Walkman, nos cassettes, machin, nos propres disques. Baladeur. Tout le répertoire de la musique classique, mais alors depuis la musique baroque jusqu'à au néo-romantique russe, français. Oui, tout. Donc c'est très éducatif, la musique. Après, oui, absolument. Et puis, j'ai fait mes classes dans le rock progressif anglais et un peu plus tard, j'ai découvert le jazz et je n'en suis plus sorti. Tout en écoutant encore de la musique classique. Oui, bien sûr, oui. Alors, je ne résiste pas on va venir au jazz. Premier concerto pour violon au concerto pour violon de Beethoven, au Web de Rachmaninoff, à son concerto numéro 2 pour piano, à la Grande Messe en ut de Mozart, enfin voilà, un certain nombre de choses comme ça qui me sont chères ou Malheur. Enfin voilà, je sais, mais plutôt dans la période 19e, 20e siècle. Le reste m'ennuie. Baroque, non? Non, j'ai pas de. Non, j'ai pas d'appétence particulière. On aurait pu le penser parce qu'alors il se passe quelque chose dans votre vie très important qui explique aussi votre tempérament. La scène a lieu, je voudrais que vous nous la racontiez, bien qu'elle puisse être de l'ordre de l'intime. On peut le fouiller car il est majeur dans votre vie. La scène est très étonnante. Ça se passe un samedi, le 30 janvier 1982. Vous venez d'avoir 19 ans, 10 jours plus tôt. Vous allez en cours de philosophie. Il est 9h du matin, 9h05, 9h10, 9h15. Et là, quelque chose que tout être normalement constitué voudrait vivre un jour, qu'il faut que vous nous racontiez en 2 mots, on y reviendra, mais évoquez la scène. Qu'arrive-t-il ? C'est la date et l'heure et le jour précis de ma conversion. Oui. C'est l'instant dans mon existence où j'ai compris que, malgré tout ce que j'avais pu faire de travers dans les 19 premières années de mon existence, y compris des choses pas belles dont j'aurai à rendre compte un jour en arrivant devant mon Dieu, malgré les manquements, les prises de pied dans le tapis, les mensonges, etc., que j'avais pu, les violences dont j'avais pu être l'auteur, malgré tout ça, j'ai eu dans le cœur cette intime conviction que le Seigneur, Dieu, m'aime, et qu'il ne dépendait que de moi d'accepter cet amour en retour et de dire ok, C'est pas la révélation de son existence, mais de son amour. Vous me direz, en quoi ainsi de vie. Oui, parce que son existence, enfin, j'étais pas réfractaire intellectuellement à l'idée que, il y a un Dieu au ciel. Même si dans mon esprit ça prenait plutôt la forme du grand horloger de Voltaire, vous savez, où il y a quelque chose là-haut qui organise tout ça, parce que on peut sérieusement pas prétendre très longtemps que tout ça existe par hasard. Enfin, il y a un moment où l'évidence, l'ordre qui existe partout, l'équilibre, l'harmonie, etc., tout ça vient pas de nulle part. Les chances que... C'est comme la probabilité qu'un singe qui se met devant une machine à écrire puisse écrire une pièce de Molière, si vous voulez. Il y a une chance sur des milliards qui y parviennent. Je préfère, moi, parier, un peu comme Blaise Pascal, que finalement... Sur l'existence. Ce qui est sage, c'est de considérer qu'il y a effectivement quelqu'un qui organise tout ça. Mais c'est autre chose quand tout à coup il vous parle. Mais voilà. Ça, c'est pas du tout la même chose. C'est un principe organisateur de la nature. Les Grecs avaient trouvé ça déjà depuis longtemps. C'est pas une nouvelle dans l'histoire des idées, mais le propre du Dieu des Juifs et des chrétiens, c'est que Dieu parle aux hommes et qu'il attend quelque chose d'eux en retour. Simplement qu'il l'aime, point. C'est aussi simple que ça. Et d'une certaine manière, quelles que soient les turpitudes, les turbulences, les difficultés, la laideur, etc.,
du monde, des gens, tout le monde est appelé à la même chose. C'est ce que j'ai compris ça dans une fraction de seconde. Je peux même pas vous dire, ça ne prend pas de temps. On change d'état, on change d'état. J'ai pas de mots pour dire ça. Et ça vient comme une espèce d'évidence. Alors, nous allons y revenir dans notre prochaine conversation, Jean-Frédéric Poisson, parce que c'est assez marquant pour avoir non seulement marqué, mais changé votre vie et l'avoir réorientée telle que vous la dirigez depuis cet épisode extraordinaire, merveilleux. Et unique, en tout cas pour moi. Dont nous allons reparler prochainement. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Poisson. Merci à vous.